non, là, je suis l'autre bord. Hop, là, je suis pas assez loin. Tu sais, t'as pas un scan qui dit, OK, je suis dedans. Tu y vas au feeling. Il faut que vous développiez ce savoir sensorimoteur de haut niveau pour savoir, là, je suis dedans. Là. Il y a des gens, c'est des morons sensorimoteurs. Mais à 0-2 ans, on n'a que cette forme de pensée-là. Et à chaque stade, on accumule de nouvelles compétences. Là, vous avez encore des... Tu sais, quand j'ai dit l'ours polaire, c'est une représentation sensorielle visuelle. Si vous n'auriez que ce genre de chaîne-là dans votre tête, là, vous auriez 2 ans d'âge mental max. Mais vous avez ça, mais vous avez plein d'autres acquis aussi par rapport aux autres stades. Donc, la distinction entre mémoire et permanence de l'objet, est-ce que ça va bien? Oui. Good. Excellent. Au retour de la pause, je vais vous montrer un exemple d'un enfant sur vidéo qui n'a pas la permanence de l'objet, puis on va regarder de quelle façon il manipule les objets. Et cette séquence vidéo-là, je vais la mettre, je pense même qu'elle est déjà là, sur Léa, pour que vous puissiez le regarder. Good. Je fais, il est quelle heure? 9 heures. Êtes-vous bon pour une demi-heure avant la pause? Je vais faire un autre stade. Okay? Le deuxième stade, le stade 2. Donc, le stade 2 s'appelle, il s'appelle le stade préopératoire. Alors, dans la grande prétention qui m'est très caractéristique, je vais critiquer un peu ce choix de terme-là pour désigner le deuxième stade. Personnellement, je pense que Piaget a fait une erreur quand il n'a pas fait de grande erreur, Piaget, dans la vie. Mais entre autres, celle-là, préopératoire. Moi, j'aurais appelé ce stade-là le stade représentatif. D'ailleurs, il y a plein d'ouvrages où on nomme ce stade représentatif. Mais dans Potter, quand vous allez lire vos textes sur le développement, vous allez surtout voir le stade préopératoire. Alors, à 6 mois... Ah, une question ici? Oui? Non, je veux savoir, le stade 2, c'est de quel âge à quel âge? C'est de 2 ans à 8 ans, merci. Donc, c'est de 2 ans à 8 ans. Environ. 2 ans à 8 ans. Puis à 8 ans, on va prendre une pause. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, préopératoire. OK. À 6 mois, l'enfant est à quel stade, en général? Dites pas le numéro du stade. Dites toujours le nom du stade. Sensorimoteur. OK, à l'examen, le stade 1. Quelle est la première étape de l'étape 1? Essayez d'utiliser des mots qui représentent ce que vous comprenez. Okay? Donc, l'enfant est au stade sensorimoteur. Est-ce qu'au stade sensorimoteur, on fait des opérations mentales? Oui ou non? Oui. Nommez-moi-en une. Suivre. Dites le mot complet, là, parce que j'ai besoin de quelque chose de moteur ou de sensoriel. Suivre des yeux et suivre le chat qui marche dans le corridor, c'est 2 opérations mentales différentes. Il y en a une qui est motrice, et l'autre est sensorielle. Essayez d'être le plus spécifique et complet possible quand vous allez répondre à mes questions. Donc, à 6 mois, je peux suivre des yeux. Ça, c'est une opération mentale. Comment se nomme le deuxième stade? Il se nomme préopératoire. Que suggère le libellé de ce stade? Ça veut dire quoi, pré? Ça veut dire avant de faire des opérations. C'est le deuxième stade. Or, au premier stade, il fait déjà des opérations mentales. Fait que ça peut nous induire en erreur. C'est comme si les 2 premiers stades, on ne fait pas d'opération mentale, puis les opérations mentales arrivent au stade 3. C'est pas comme ça, là. On fait des opérations mentales dès le premier stade. Okay? La raison pour laquelle je préfère le terme, mais si vous répondez préopératoire quand je vais vous demander comment s'appelle le stade,
vous me direz préopératoire, vous n'allez pas perdre de points, là, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sauf que il ne faut pas que vous utilisiez le terme du stade pour comprendre le stade, parce que le terme nous induit en erreur. Alors que le terme représentatif ne nous induit pas en erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 2 ans? Là, l'enfant a la permanence. Permanence de l'objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la permanence de l'objet? Quelqu'un peut s'essayer sans lire? Je vois s'il y a juste une personne qui serait capable de s'essayer. Toi aussi, puis vas-y. Capable de se rappeler l'objet sans... Dis pas le mot rappeler, parce que là, tu me fais référence à la mémoire, puis avant, à 6 mois, on peut se rappeler. De visualiser l'objet mentalement sans qu'il soit... OK. Visualiser, tu es réductrice parce que tu prends juste une. Mais c'est bien essayé. Vous voyez que la façon de dire les choses, le plus on est... se rappeler un objet en son absence, là, je l'aurais donné, mais le mot rappel fait référence à la mémoire plus qu'à la permanence de l'objet. Alors que évoquer un objet, on peut l'évoquer au plan sensoriel, visuel, auditif, odorifique, kinesthésique. On peut l'évoquer. Le mot évocation est meilleur. OK. Donc, la permanence de l'objet, ce n'est pas une opération. Hein? C'est une compétence cognitive qu'une personne peut faire. Et elle peut le faire à partir de 2 ans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, admettons que je vois ce crayon. OK? J'ai un crayon dans la main, je tiens ce crayon, comme il faut, là, pouce index, et je vois ce crayon-là. Quelles sont les opérations mentales que je suis en train de faire actuellement? J'ai une opération motrice qui serait quoi? Tenir le crayon. Puis c'est approprié parce que c'est comme ça qu'on tient un crayon. Puis quelle autre opération je fais? Je le vois. Donc il y a du sensoriel et du moteur. Ça, c'est caractéristique d'un enfant avant 2 ans. En fait, il tiendrait probablement main pleine d'enfant. Maintenant, à partir de 2 ans, étant donné que j'ai la permanence de l'objet, je pourrais penser, par exemple, à une fusée. Dans la classe, il n'y a pas de fusée, comme vous pouvez le constater. Il y a quoi? Il y a un crayon. Alors moi, dans ma tête, j'ai 2 images. J'ai 2 représentations mentales. J'ai celle du crayon et celle de la fusée. Et je peux fusionner le crayon et la fusée et exécuter des opérations sur mon crayon qui ne sont pas typiques de l'opération que je fais sur une fusée. J'ai un comme ça, puis je fais 5, 4, 3, 2, 1. Pip, 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 pip. Quoi qu'il y ait des sons dans l'espace, mais à 3-4 ans, c'est pas ça. Surtout que Star Wars nous suggère le contraire. Alors donc, on voit que ce crayon-là s'est transformé en un autre crayon-là. Il y a des opérations. Une des premières opérations qui est la plus spectaculaire, je dirais, c'est la pensée symbolique. C'est quoi un symbole? C'est quoi un symbole? Un signe. Ouais, un symbole. C'est quoi un symbole? C'est un objet qui représente un autre objet. Un autre objet. Alors, je ne peux pas avoir la pensée symbolique si je n'ai pas la permanence de l'objet, parce que il faut que je fusionne mes représentations mentales. C'est pour ça que je préfère représentatif, parce que l'enfant, il joue avec quoi? Avec ses représentations. Alors, l'enfant va être dans sa chambre, il va se coucher dans son lit, mais c'est pas sa chambre, c'est l'espace. Ou c'est l'océan, le plancher, c'est la mer, et son lit, c'est un vaisseau, c'est un bateau, et son oreiller, c'est un crocodile. Et lui, il n'est pas lui-même, il est Tarzan qui va
plonger dans la mer, se battre avec l'oreiller crocodile et gratter dans son lit. Hey Joe, aide-moi! Et ses mains, ce sont des bonhommes, etc. C'est fascinant. Tu veux qu'il mange son assiette, mais il ne va pas manger son assiette. Il va jouer avec son assiette. Ouais, je suis au parc! Je vais jouer dans ma bouffe. Mes patates pilées, ce ne sont pas des patates pilées, c'est un volcan, puis le trou, le bouillon, c'est pas du bouillon, c'est de la lave. Les petits pois, c'est des petits pygmées que je dois sauver avec ma fourchette. Bon, c'est des offres de plaisir. Les parents sont impatients. Arrête de jouer avec ta bouffe! Si un parent dit à un enfant, arrête de jouer avec ta bouffe, avec ta bouche, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant? Il va devenir con, il va devenir épais, il ne réussira pas ses cours de psycho au cégep, parce que pour devenir intelligent, on doit construire des représentations mentales, on doit se développer intellectuellement. Fait qu'il faut lui donner du matériel avec lequel il va faire sa pensée symbolique, jouer avec tout. Voyons, c'est comme ça qu'on manipule la manette de télé. Ben oui, à 5 ans, une manette de télé, c'est un vaisseau spatial. Surtout avec plein de pitons, c'est trippant. Ou avec la manette de télé. Et il voit des choses dans son imagination que nous, on ne voit pas là. Alors, quand il pense qu'il y a un monstre en dessous de son lit, je veux dire, sa peur, elle est vraie. Il a vraiment peur. Puis il ne faut pas le ridiculiser quand il a peur qu'il fasse noir dans le sous-sol ou dans le garde-robe. Il a peur. Si à 12 ans, il dit « j'ai un monstre en dessous de moi », là tu reviens dans tes notes de cours. OK. Bon, on va aller... on va faire quelques interventions pour stimuler l'intelligence de ce mec-là. OK? Bon. Alors que c'est très normal, à un certain âge, d'avoir peur quand il fait noir dans un stationnement à 2 h du matin. Que tu vois, surtout si c'est une fille. Et même un gars a le droit d'avoir peur parce qu'effectivement, dans la réalité, il n'y a pas que des événements symboliques qui se produisent. Ensuite de ça, l'enfant est influencé par ses représentations mentales. Quand, tu sais, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des poupées en porcelaine. Ma fille avait ça, Maud avait ça, des poupées en porcelaine. C'est très réaliste là, comme poupée. Fait que dans la journée, elle aimait beaucoup ces poupées. Mais quand venait le temps de se coucher, elle les aimait plus. Parce que c'était pas un crime, hein, ces poupées-là, tu regardes ça, là, c'est comme... Fait qu'on les mettait dans le garde-robe pendant qu'elle allait se coucher. Ou mon fils, Manuel, il avait peur de son Chewbacca. Il y avait un gros poster de Chewbacca. Chewbacca, c'est comme... c'est un personnage dans Star Wars, tout le monde connaît ça, Chewbacca. Fait que quand tu prends une photo de quelqu'un qui regarde l'objectif, cette personne-là, on dirait qu'elle te regarde. Puis quand tu te tasses comme ça, elle te regarde. Fait que dans le jour, Manu, il aimait son poster de Chewbacca, mais quand il allait se coucher, on roulait Chewbacca, puis on le mettait dans le garde-robe. Puis là, il avait peur du garde-robe. Et tu m'as fermé la porte du garde-robe, papa? Oui. Puis on mettait sa boîte de jouets pour empêcher Chewbacca de sortir du garde-robe. Fait qu'après ça, pour un moniteur de camp de vacances, c'est trippant à ces âges-là. Là. Écoute, tu les amènes partout sans que ça coûte cher. Là. Voilà. Donc, vous continuez aussi à jouer à des jeux fantastiques. Ceux qui font les grandeurs nature, je ne sais pas si vous connaissez ça, ils se prennent pour des chevaliers. Ouais. Bon, ben c'est 0-8 ans, 2-8 ans d'âge mental. Mais c'est le fun, c'est le fun. L'important, c'est qu'il faut que tu sois capable de faire plus que ça intellectuellement. Si tu es limité à ça, tu as un problème. OK. L'autre affaire, la centration. Alors, la centration, ça veut dire quoi? Se centrer sur quelque chose, se concentrer sur quelque chose, ça veut dire ne prendre en considération qu'une seule variable à la fois. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, même après 8 ans, à considérer plus qu'une variable simultanément. Alors, le meilleur exemple de centration, c'est dans la vidéo qu'on a vue la semaine passée sur la petite fille qui transvasait le jus dans différents volumes. Là. Je ne sais pas si on voit jusque-là sur la cassette, là, mais imaginons 2 verres qui sont identiques. OK, on va dire qu'ils sont identiques. Là. Je ne suis pas bien bon dans le dessin. Mais... Alors, si
le verre A et le verre B, visuellement, sont au même niveau. La personne va dire c'est pareil. Maintenant, si je prends le verre B et je le vide dans le verre C, bon là, j'espère que la plupart d'entre vous, vous voyez bien que ça ne va pas aller au niveau du pointillé. Hein? Ça devrait aller, mettons, je sais pas, à peu près jusqu'ici. Alors, attends, j'ai dit ça comme ça. Alors, l'enfant va dire que visuellement, le C en a plus parce que il est plus haut. Si vous vous souvenez, dans la séquence vidéo, j'avais essayé d'attirer votre attention sur les mains de la petite fille. L'expérimentatrice dit dans lequel il y en a le plus. Donc là, la petite fille a dit dans le C, parce que, puis là, verbalement dit, parce que ça monte. Et aussi, là, elle est en train de dire quelque chose, et aussi. Fait que là, si elle dit et aussi, ça veut dire, oh, peut-être qu'elle est en train de faire entrer une deuxième variable. Là, avec ses mains, elle dit et aussi. Là, vu que les mains sont comme ça, c'est comme si elle va dire et aussi, c'est plus étroit. Mais elle dit, c'est beaucoup plus haut et aussi, il est beaucoup plus haut que ce contenant-ci. Elle dit deux fois la même affaire. Ça veut dire qu'elle a de la misère à faire entrer une deuxième variable. Or, dans ça, il y a deux variables. Il y a une variable sur la hauteur, mais il y a aussi la variable sur la largeur. Et l'enfant va être capable de compenser l'effet d'une variable par une autre seulement après 8 ans. Il va être capable de jongler avec deux. C'est pour ça que si vous avez une carte de crédit qui a, mettons, 19% d'intérêt et que vous avez, mettons, une marge de crédit à 9% d'intérêt, puis que vous avez un solde à payer dans les deux, vous devriez prendre votre marge de crédit et payer complètement votre carte de crédit parce que c'est comme deux vases communicants dont un a moins d'intérêt. Fait que, il y a des gens qui ne veulent pas toucher à aucun de ces deux comptes-là parce qu'ils ont l'impression que vu que c'est du crédit, c'est la même affaire. Mais non, c'est du crédit, mais il y a une deuxième variable qui est le taux aussi. Et vous pouvez compenser l'un par l'autre. Donc, cette façon de compenser, de la compensation, c'est une opération mentale qu'on va faire après le temps. Voilà. Donc, même chose pour quand l'enfant regarde les animaux, les chevaux et les chats. Elle dit qu'il y a plus de chevaux que d'animaux. Elle n'est pas capable de prendre les deux variables simultanément. Elle peut les considérer une après l'autre. Si je demande lequel est plus large, lequel est plus étroit, elle va être capable de le dire. Elle n'est pas capable de les combiner dans sa tête, ces deux opérations-là. Le raisonnement transductif. Le raisonnement transductif. Peux-tu voir si on voit jusqu'au bout? Oui, on voit vraiment Okay. tout le tableau. Parfait. Excellent. Merci. OK. Raisonnement transductif. Alors, un raisonnement transductif, c'est un raisonnement erroné en fonction des causes et des effets. Et on fait cette erreur de raisonnement-là à cause de nos perceptions. On est influencé par nos perceptions. On va associer deux choses ensemble parce qu'ils sont proches, parce qu'ils se ressemblent. Souvenez-vous, quand j'avais donné le cours sur la perception, j'avais utilisé l'exemple de, admettons qu'un professeur s'en va à la salle de bain pour se laver les mains, et en entrant dans la salle de bain, ça sent très mauvais, mais il n'y a personne dans la salle de bain. Le prof rentre, il n'y a personne. Donc là, il trouve, ah, ça sent bien mauvais ici. Puis là, il se lave les mains, puis pendant qu'il se lave les mains, tu as un étudiant à son cours qui rentre dans la salle de bain. Fait que cet étudiant-là va faire un lien de cause à effet entre une odeur et la présence d'un prof, puis il va avoir l'impression que c'est le prof qui fait ça. Fait que c'est une erreur, c'est un raisonnement qui est transductif, qui est basé sur les apparences. Tous les préjugés sont comme ça. C'est une femme, donc elle chauffe mal. Ou c'est une femme, donc c'est elle qui va prendre les notes dans notre travail d'équipe.
parce qu'un gars, ça écrit mal. Et ce préjugé-là va faire en sorte que quand tu vas avoir un enfant garçon qui écrit mal, tu ne vas pas le corriger à écrire. Tu vas dire, ça ne donne rien, c'est un gars. Alors que si tu étais intervenu, il aurait fini par écrire bien. Puis une fille qui écrit mal, tu vas dire, mais non, tu ne peux pas écrire mal, là. Tu peux pas écrire. Tu es une fille quand même. Fait que là, on va l'encadrer plus pour qu'elle finisse par écrire bien. Le petit garçon qui grimpe dans un arbre, on va dire, fais attention, tu vas tomber, fais attention, tu vas tomber, fais attention, bang, gars, que je t'avais dit. Une fille qui grimpe dans un arbre, fais attention, tu vas te salir, tu vas te graffiner, tu vas déchirer. Tu sais, il faut que ça reste beau, une fille. C'est à ça que ça sert. Fait que tous ces préjugés-là qu'on a envers les sexes, il y a telle couleur de peau, donc il y a tel comportement, il y a tel âge. Tous ces préjugés-là sont des raisonnements qui sont transductifs. Donc, qui démontrent un jugement de 5-6 ans d'âge mental. Et on en a quand même quelques-uns. Tout le monde en a des. Alors, en soins infirmiers, ça peut être intéressant de voir que l'enfant pense comme ça. Parce que si tu es une infirmière, les soins infirmiers, là, on appelle ça les soins infirmiers. Tu viens pour faire du bien au monde. Mais votre façon de faire du bien au monde, des fois, ça lui fait mal. Tu sais, faut que tu piques, faut que tu enlèves un pansement. Attention, un gros. T'aimes-tu mieux lentement ou vite? T'aimes-tu mieux souffrir pas gros longtemps, ou souffrir gros mais pas longtemps? Fait que, il y a plein de fois où vous allez avoir à faire des touchés thérapeutiques qui ne vont pas nécessairement être agréables pour les patients. Fait que, rappelez-vous que si tu fais ça à un patient de 4 ans, mettons, tu fais un vaccin, tu as 2 vaccins à y donner, mettons, là. Le premier, il ne connaît pas, fait qu'il ne fait pas tout de suite le raisonnement, mais après, le deuxième va être tough à donner en crime. Fait qu'il faut que tu saches comment aborder la question en fonction du stade de développement de l'enfant. Je me rappelle, ma fille, Léa, pour ne pas la nommer, à un moment donné, à l'école Saint-Ambroise, ils ont piqué tout le monde. Tout le monde! L'école Saint-Ambroise, c'est une école primaire. Parce qu'il y a un plan de vaccination, tout ça. Ils ont piqué tout le monde, sauf une seule élève dans toute l'école. Ma fille. Ce qui fait que tu es obligé de prendre un rendez-vous au CDSC, puis, tu sais, c'est compliqué, là, alors que le crime, ça aurait été fait, là. Et il a fallu qu'il y en avait 2 à donner, dont un qui fait mal. Fait que lui qui fait plus mal, tu le donnes-tu en premier ou en deuxième? En deuxième. Parce que l'autre, après, elle ne te créera pas. Tu te dis, non, l'autre fait moins mal. Je t'ai raisonné transductivement, touche-moi plus. Fait à un moment donné, Jacob, on était au musée des Beaux-Arts et il y avait une exposition sur Monet, puis il y avait plein de monde. J'étais obligé de prendre Jacob, le lever comme ça pour qu'il regarde les tableaux. Puis entre chaque pièce, il y avait un trépied avec un panneau. Puis à un moment donné, quand on arrive à l'embouchure entre 2 pièces, Jacob éternue. Jacob fait plein d'allergies. En éternuant, il y avait un monsieur, disons, un monsieur imposant, que quand Jacob a éternué, il s'est tourné pour regarder. Mais il a accroché le panneau et ça a tombé. Là, Jacob regarde ça. Fait que là, dans l'autre pièce, je prenais Jacob pour regarder les tableaux. Là, Jacob, il dit, ah non, elle est plate, cette salle d'exposition-là. J'aimerais mieux qu'on aille tout de suite à l'autre là-bas, à l'entrée de laquelle il y avait un panneau. Fait que quand on est arrivé près du panneau, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a éternué, parce qu'il pensait qu'il y avait des super pouvoirs de déplacement de panneaux. Et les enfants font ce genre de lien-là. Si tes parents se divorcent, mettons, ils se chicanent le soir, l'enfant va dire, là, je vais manger tous mes légumes verts. Est-ce que vous allez arrêter de... Écoute, c'est le fun, tu manges tes légumes verts, mais ça a un effet sur ton développement physique, ça n'a pas rapport avec la relation entre les parents. Mais l'enfant il se sent responsable du divorce des parents parce qu'il n'a pas mangé ses légumes verts ou il a été tannant, puis des choses comme ça. Fait que c'est des raisonnements traductifs qui sont typiques des enfants de cet âge-là. Animisme. Ça, c'est facile. Animisme, c'est... Je ne sais pas, vous avez fait un peu d'anthropologie. C'est quoi de l'animisme? Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? Ça vous dit quoi? Oui, en fait, c'est donner des propriétés vivantes
à quelqu'un qui a un objet inanimé. Par exemple, le fait de donner, mettons, ton chat est mort, puis tu l'enterres dans la cour, mettons, puis tu lui donnes sa petite, tu sais, des petites souris en mousse là, avec lesquelles il avait l'habitude de jouer. C'est pas qu'il s'ennuie pendant sa mort, on va lui mettre des bébelles, tu sais, pour qu'il puisse s'amuser. On le fait, tu sais, on le fait. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, l'enfant veut ça, on va le faire. S'il a 14 ans, puis il dit on va l'enterrer, bon, tu peux le mettre au compost, ton chat. Dire, il va être aussi heureux. Bon, à un moment donné, je rentre dans la chambre à Léa, puis j'avais fait du lavage, j'avais plié, puis là, je m'en allais porter ses vêtements dans son tiroir. Fait que je rentre dans sa chambre, puis en rentrant dans la chambre, elle me regarde, puis elle fait chut, papa! Quoi? Puis là, elle monte dans son lit. Puis dans son lit, il y avait 4-5 poupées qui étaient couchées puis qui dormaient. Fait qu'elle ne voulait pas que j'ai réveillé. Elle ne fait plus ça aujourd'hui. Est-ce qu'il m'en reste d'autres? Je ne me souviens plus s'il m'en reste d'autres. Bon, bref. Il y a la difficulté à se situer dans l'espace aussi. Ouais, ben je vais enlever celle-là. Est-ce que tu fais l'imitation différée? Ah oui, l'imitation différée. Je vais juste faire celle-là. Imitation. Ah ouais, c'est bon ça. Quand même. Imitation différée. À quel âge un enfant peut imiter? Ah non. À 1 an. Est-ce qu'un enfant de 6 mois peut imiter? Admettons là, que l'enfant a, mettons, 3 mois. Tu prends ton enfant avec son visage là, qui te regarde, puis tu fais Oh! Tu fais une expression du visage, donc dans le haut du corps, le milieu du corps, l'expression du visage. Il va y avoir des enfants qui vont avoir tendance à imiter l'expression du visage. Il peut t'imiter. Savez-vous quel sens a le mot différé? Un paiement différé, là, tu fais ça au moment où tu achètes la bébelle que tu as achetée? C'est plus tard. C'est plus tard. Donc, l'imitation différée, c'est le fait d'imiter quelqu'un plus tard. Pour quelle raison on peut imiter plus tard une autre personne? Oui? Parce qu'il faut d'abord assimiler le... Oui, mais dès la naissance, on assimile. Oh non, mais je veux dire, il faut déjà que l'enfant soit avancé, il est déjà... Le mot avancé n'est pas un mot... Mais plus vieux. un mot plus vieux. Quel est l'argument que vous avez besoin pour pouvoir différer? Il faut avoir la permanence de l'objet. C'est ça. Plus vieux. Est-ce qu'un enfant de 4 mois est plus vieux qu'un enfant de 2 mois? Oui. Donc, est-ce que le fait d'être plus vieux, ça permet de faire l'imitation différée? Là, mais j'ai pas fini. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Et donc, l'imitation différée n'est possible que si on a la permanence de l'objet, mais il y a des enfants qui peuvent imiter une autre personne ou autre chose avant d'avoir la permanence de l'objet, à condition que cet objet à imiter soit dans son champ sensoriel, qu'il le voit, qu'il l'entende, etc. Oui. Monsieur, Oui. là, vous dites qu'à moins de 2 ans, l'enfant peut quand même imiter, mais ce n'est pas une imitation différée. Non, ça veut dire qu'il faut qu'il imite la personne là. Mettons que moi je chante. Mon père c'est un chanteur. C'était un chanteur. Donc, des fois, je vais l'imiter, parce que c'est un chanteur classique. Au lieu de chanter normalement, je vais faire Oh, Noël! Parce qu'il chantait Minuit chrétien, hein? C'est dans le temps. Mais je ne chante pas comme ça normalement. Quand je fais ça, je fais de l'imitation différée. Est-ce qu'un enfant de 1 an et demi, 18 mois, il peut chanter? Oui. À condition qu'on chante avec. Évidemment, tu ne chanteras pas des chants classiques compliqués. Tu vas faire la 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 la. Tu vas faire des affaires, tu sais, des petites comptines toutes simples, toutes simples. On peut commencer très tôt, puis l'enfant va chanter en même temps. Puis après un certain temps,
Quand un enfant va avoir 2 ans, un enfant à 2 ans, il peut faire des petites comptines. Toutes 5, qui ne ressemblent pas toujours à un chant, mais il va avoir cette compétence. Oui? Mais un enfant qui dit par exemple de son premier mot, mettons à 6 mois ou 8 Ouais. mois, par exemple, parce que vous l'avez répété plusieurs fois, papa, papa, quand il va le dire pour la première fois les mots papa, il fait des limitations différées parce qu'il l'a entendu dire plusieurs fois. Oui, en fait, le babillage et le gazouillis, ça peut être par imitation quand tu y fais faire. Tu sais, quand je vous disais que je faisais ah, ou papa, papa, puis l'enfant finit par faire ça, mais de façon spontanée, il y a du gazouillis qui va être n'importe quoi, qui va être du babillage qui va être n'importe quoi. Et si l'enfant, dans son babillage, fait papa au passage, il fait encore, ouais, un petit peu là, le papa qui a entendu ça, il va dire oh, il a dit papa, oh, il a dit papa. Comme ma fille a compris son nom, alors que moi, parce que ma blonde l'avait appelé Maud, puis que dans le fond, moi, je dis Roger, puis c'est que ça n'a pas nécessairement de la signification. Là, ça. Et à partir d'un an, son papa va être ciblé. Fait que, sauf qu'elle va avoir de la difficulté à évoquer papa, l'image de son père en disant papa. Mais, étant donné que elle connaît ce mot-là, elle va le répéter. Souvent, l'enfant, comme j'ai ma petite fille qui dit maman beaucoup de ce temps-là. Fait que quand je vais la visiter, ben, elle dit maman. Elle échappe quelque chose à terre, elle va dire maman, maman. Parce qu'elle a assimilé ce son-là, puis elle a tendance à le répéter très souvent, mais ce n'est pas nécessairement ciblé correctement. Si à 2 ans, parce qu'on a vu qu'à partir de 2 ans, l'enfant fait des holophrases, donc il est capable d'associer l'objet au mot. Bien, si l'enfant ne fait pas cette association-là, bien, ils ne sont pas capables de... Tu sais, il y a quelque chose de louche qui devrait attirer votre attention. Son vocabulaire n'est pas ciblé sur des objets. Il y a 2 ans, mais il y a un retard intellectuel. Là. Fait qu'il faut le stimuler au plan du langage en présentant des objets qu'il devrait assimiler. Alors, ça, là, c'est beaucoup du langage, des objets empiriques, là, concrets, qu'on doit faire nommer, nous en les nommant pour l'enfant. Tu ne lui présentes pas tout de suite un livre qui traite de l'épistémologie constructiviste. Ou en tout cas, tu ne vas pas dire ça, tu vas dire livre, mais tu ne lui présentes pas ton Potter. Tu présentes un livre qui va te coûter moins cher pour permettre d'exercer les opérations mentales appropriées sur l'objet en question. Ça va? Good. Nous allons prendre une pause et au retour, je fais les 2 autres stades qui nous restent à voir. Merci. Bonjour.